Merci tout le monde pour participer à la série Université Classe. Alors, le docteur Naomi Oreskes va parler du DDT jusqu'au changement climatique, comment les choses ont été ignorées. Alors, en dépit de la crise pressante au niveau du climat, il y a encore de mauvaises déclarations. Alors, Dr. Oreskes explique la situation et qu'est-ce qui en a découlé et aussi les efforts du monde corporatif de chasser la vérité. Alors, elle est professeure affiliée planétaire et climatique à Harvard, auteur de 8 livres, Marchand de doute en 2010, et elle vient de lancer un livre de Big Myth. Alors, le gros mythe, elle est l'auteur de plusieurs articles. Alors, à vous, Dr. Oreskes. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, on va revenir au début de ces diapos. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui, surtout parce que ça m'a donné l'occasion de revoir du travail par le passé sur le DDT. C'est très pertinent à tous ceux qui sont intéressés à un système alimentaire durable pour s'éviter des choses qui endommagent. On veut aller vers des choses qui sont plus durables. Alors, depuis plus de 100 ans, les scientifiques sonnent l'alarme. J'ai les notes qui apparaissent à l'écran que les gens se joignent. Alors, ils demandent si elles peuvent éliminer ça parce que ça apparaissait à l'écran. Alors, les scientifiques nous avertissent depuis une centaine d'années à propos des enjeux environnementaux et de santé qui sont posés par l'agriculture industrielle, la société industrielle moderne. Alors, Alice Hamilton, James Hansen, au niveau du climat, un des premiers qui a déclaré que le changement climatique se passait. Pour plusieurs d'entre nous, ces scientifiques sont des héros qui ont aidé à avertir la société, protéger les innocents et l'environnement naturel. C'est également le cas que ces scientifiques-là étaient attaqués, harcelés et vilifiés par les gens dont l'intérêt économique ou l'idéologie politique était menacée par les faits scientifiques. Alice Hamilton a été attaqué par l'industrie du gaz pétrolier, Mitchell Carson attaqué par l'industrie des pesticides et par l'agriculture industrielle. James Hansen a été attaqué par l'industrie des combustibles fossiles et par les idéologues. Alors, je voudrais présenter certaines de ces histoires qui montrent comment et pourquoi les avertissements scientifiques ont été mis de côté par les intérêts pécuniers pour empêcher des politiques de protéger les consommateurs, les fermiers. Comme vous le savez, en 2010, Eric et moi, on a publié Merchants of Doubt, les marchands du doute. Alors, ça racontait l'histoire comment un groupe de personnes durant la guerre froide, on parlait d'enjeux de tabac, les dangers de la fumée, la pluie acide, l'épuisement de de l'eau jaune. Je leur ai demandé de ne pas aller trop vite, mais je pense qu'elle a décollé pas mal vite. Là. Alors, quand on a écrit ce livre, il y avait certains de ces enjeux-là qui étaient réglés. Il n'y a pas de personne crédible là, qui disait que ça, c'était pas sérieux. Là, mais le changement climatique n'est un des enjeux qui n'a pas été réglé. Plusieurs politiciens aux États-Unis, au Canada, on peut penser à George Bush, Stephen Harper, ont questionné les preuves scientifiques du changement climatique et de l'intégrité des scientifiques en climat et aussi l'intégrité des savants.
les journaux publiaient régulièrement des articles d'éditoriaux qui écrasaient la science climatique et qui niaient. De plusieurs façons, c'était un peu étrange parce que les États-Unis du Canada étaient signataires aux conventions cadres des Nations unies en 92, le changement climatique, et c'était basé sur la science. Dès 1979, l'Académie des sciences aux États-Unis disait qu'il y a plusieurs études qui indiquent un consensus que les changements climatiques vont résulter suite à la combustion des combustibles fossiles. Et ensuite, Jim Henson avait témoigné avec son équipe à NASA. Ils étaient à 99% sûrs que les changements climatiques étaient devenus détectables. Et donc, ce n'était pas une prévision, c'était quelque chose qui se passait devant nous. Et en 98, j'essaie de leur une note, leur demander d'aller moins vite, là. Article 2 of the Framework Convention committed its signatories to, quote, stabilization of greenhouse gas concentrations. Donc, on parlait de ce moment-là, l'article 2, stabilisation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère à des niveaux qui empêcheraient. Alors, on lui demande d'aller un peu moins vite, là. Et on donnera plus de temps à la fin. Alors, heureusement, elle a eu le message et donc, ça prend plus de mots en français, il comprend ça. Ces livres ont été traduits en français, ça fait qu'elle est au courant. Alors, donc, l'article 2 du Convention cadre sur le changement climatique engage les signataires à stabiliser la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêcherait des interférences anthropiques dangereuses avec le changement du système climatique. Et à ce moment-là, il y avait une volonté politique de le faire. Presque 200 leaders mondiaux donc George Bush père, qui avait demandé aux leaders mondiaux d'en faire une action concrète pour protéger la planète. Dans notre livre, Merchants of Doubt, on a tenté de répondre à différentes questions. Pourquoi est-ce que les États-Unis s'est éloigné de son engagement à agir sur des preuves scientifiques des changements climatiques et comment est-ce que les défis de la science ont joué un grand rôle dans cette histoire? Pour répondre à cette question, nous avons pris un recul pour regarder à l'histoire plus large de la science climatique. Alors, la Convention c'était une suite de 150 ans d'études scientifiques. Il y avait John Tyndall qui disait que parlait des gaz à effet de serre. Il y avait aussi Charles David Healy qui a commencé à mesurer les dioxydes de carbone de l'atmosphère en 1958. Vers la fin des années 60, on disait que cette génération avait altéré la composition de l'atmosphère. Lyndon Johnson avait dit cette génération a altéré la composition de l'atmosphère à l'échelle mondiale en augmentant le dioxyde de carbone suite à la combustion des combustibles fossiles. Comme je l'ai mentionné, alors ça a été résumé en 1979 par l'Académie des sciences aux États-Unis et ça disait que les changements climatiques allaient résulter de ces combustibles fossiles-là. Au milieu des années 90, les scientifiques climatiques avaient conclu que les changements climatiques anthropogéniques étaient en cours. Dans le rapport de 1995, le GIEC déclarait la balance de la preuve suggère un impact humain qu'on peut décider. Alors, le GIEC n'était pas les premiers. Vers le milieu des années 90, on avait fait déjà un travail
avec un consensus des experts qu'un tel changement était en marche. Je l'avais montré à ce moment-là. Elle-même avait écrit cet article-là, le consensus scientifique. Alors, on pouvait voir que le changement climatique était en cours. Et pourtant, en dépit des engagements des Nations unies et un siècle et demi de science sur lequel c'était basé, le monde n'avait pas agi. Il y a plusieurs raisons pourquoi le monde n'a pas agi sur les changements climatiques. Il y en a qui ne sont pas mystérieux. De l'inertie, des intérêts, l'argent, le pouvoir. Mais il y a un aspect qui semblait encore mystérieux. Pourquoi est-ce que les scientifiques mettraient en question une science bien établie? Ce qu'on a découvert avec notre recherche, certains de ceux qui reniaient cela étaient des scientifiques, mais depuis, il y a un petit groupe, il y a plusieurs qui remettaient en question la préoccupation scientifique et disaient que ça n'a pas encore prouvé. Ce qu'on a découvert, c'est qu'on peut remonter ça au travail de 3 hommes qui, en 1984, avaient créé l'Institut George C. Marshall. Alors, ces 3 personnes étaient 3 physicists majeurs qui ont joué un rôle dans les années 40 à 70 pour... il y avait Robert Jastrow, un astrophysiciste, qui était à la tête du Goddard Institute. Ensuite, Frederick Seitz, l'Académie des sciences des années 60, président de l'Université Rockefeller et plus tard un consultant à la compagnie de tabac R.J. Reynolds. Ensuite, William Nierenberg, physicien nucléaire, directeur à long terme de l'industrie Scripps. En 1984, ils étaient à la retraite et ils ont créé un think tank, le George C. Marshall. C'était pour remettre en question. Alors, c'était une défense contre l'initiative Star Wars sur Reagan de mettre beaucoup d'espace d'armement dans l'espace. Alors, la grande majorité des scientifiques étaient contre cela, mais Jastrow et Sykes le supportaient. Donc, ils ont créé ça pour défendre ça, mais ils avaient passé à remettre en question la réalité et les torts des changements climatiques. Alors, pourquoi est-ce que ces scientifiques-là distingués vont remettre en question le travail de leurs propres collègues? Ça a pris 5 ans. On a trouvé la réponse en regardant alors avec qui ces hommes avaient travaillé avec et quelles autres sciences qu'ils avaient remis en question, mais ce n'était pas seulement le climat. C'était la même chose qu'ils avaient fait avec la pluie acide, l'épuisement de l'ozone et aussi le problème avec le radon, l'asbestos et la fumée secondaire. Peut-être la plus étrange et celle qui a révélé le plus, c'était la question du DDT. Et le défi aux preuves qui avaient été démontrées suite au livre de Rachel Carson, Silent Spring. Alors, une bonne partie de la réponse revenait à Rachel Carson. Comme déjà vous savez, Silent Spring, publié en 1962, était considéré un classique de l'environnementalisme moderne. Il était en série dans le New Yorker, c'est devenu un best-seller. Carson est devenue une des femmes les plus admirées et fameuses aux États-Unis et beaucoup, ça a vraiment lancé le mouvement environnemental actuel en parlant des risques des produits chimiques dans l'environnement. Ensuite, ça a aidé à la mise sur le pied de la EPA aux États-Unis et aussi il y a eu une révision du DDT et d'autres pesticides qui a mené à la décision de les interdire aux États-Unis.
Et même de nos jours, 60 ans plus tard, c'est un des meilleurs livres en matière d'environnement. Et une décennie plus tard, le DDT a été interdit aux États-Unis. La décision d'interdire le DDT n'était pas basée sur le livre Silent Spring, mais c'était sur la preuve scientifique qui supportait Silent Spring, ce que Rachel Carlson avait articulé. Ça venait de différents articles, donc des milliers d'articles scientifiques, plusieurs rapports des agences fédérales et gouvernementales, alors des rapports de problèmes rapportés par les fermiers avec l'utilisation des DDT suite à la Deuxième Guerre mondiale et par différents départements des États-Unis. Alors, la décision de créer la EPA donc avait un appui bipartisan assez vaste. Vous reconnaissez Nixon ici à gauche. En dépit de cette évidence et preuve incroyable, ils ont à la fois, disons, persuadé des démocrates et des républicains de remettre en question. Bien, les actions pour contrôler le DDT ont été prises en départ d'essayer de la discréditer et la science qu'elle avait utilisée. Et depuis 1972, d'autres études scientifiques ont vraiment corroboré ces préoccupations-là. Alors, il y a plusieurs personnes qui vont dire aujourd'hui, ah ben on ne sait pas vraiment où les règlements sont allés plus vite que la science, mais en fait, on le sait. Sans aucun doute que le DDT est un problème et ça perturbe les processus de reproduction. On l'a vu avec l'aigle américain. C'est un perturbateur endocrinien, même à de faibles niveaux. Et ça peut se bioaccumuler. On peut le trouver, par exemple, assez élevé, même comme par exemple dans le lait des vaches, des humains, même dans le lait maternel. Donc, elle le mentionne comme pour le lait. Donc, c'est très persistant comme produit chimique. Et même aujourd'hui, on le trouve dans le poisson, dans les oiseaux de proie et dans les gens. Par exemple, dans les îles Catalina. Alors, qu'est-ce qui arrive avec les gens? Une des questions controversielles, elle va encore vite. En 2005, le Lancet, un journal médical, a dit que si c'était utilisé pour contrôler le DDT, il est associé avec beaucoup d'impact sur la reproduction des humains. Donc, taux de poids plus bas à la naissance, période de lactation réduite, plus de mortalité infantile. Un des arguments dans les années 70, c'est de savoir si le DDT possède du cancer chez les humains, surtout cancer du sein. C'était difficile à répondre parce que c'est à long terme. Quand on est exposé à ça, on n'a pas le cancer le lendemain, mais on peut l'avoir de 10, 20, 30 ans, même 50 ans plus tard. Donc, en 2007, Berkeley, il y a eu une étude effectuée à l'Université de Californie à Berkeley. Des scientifiques ont étudié des femmes d'âge reproductif qui avaient été exposées au DDT dans les années 50-60 quand elles étaient adolescentes pour voir. Alors, j'ai montré une augmentation de 5 fois plus dans les cancers du sein dans les femmes qui avaient beaucoup de DDT ou de métabolites. Donc, ça montrait que la science était claire, que le DDT était et est encore dangereux pour la faune et les humains.
les preuves scientifiques recueillies par Carlson ont été confirmées. On a maintenant plus d'un demi-siècle de science qui corroborent cela. Et pourtant, en dépit de cela, dans les années 90, il y avait des attaques encore sur Rachel Carlson, Silent Spring et sur la décision d'interdire le DDT aux États-Unis. De certaine façon, ces attaques-là étaient plus extensives et vicieuses que durant les années 60. Ce n'était pas juste une question de remettre en question les preuves, et ce n'était pas de revisiter l'enjeu suite à de nouvelles preuves, ce qui serait normal avec la science, mais il disait tout simplement que l'interdiction du DDT était une erreur de proportion historique, que des millions de gens étaient morts de la malaria causée par la surréaction hystérique sur le DDT, que Rachel Carlson avait du sang sur les mains et on l'avait même accusé de génocide. Un des gros joueurs dans la promotion, alors le groupe de réflexion Competitive Enterprise Institute, et vous pouvez voir ici, ils disent encore Rachel was wrong, elle avait une campagne. Alors, ces autres qui ont poussé l'idée des marchés libres, que le gouvernement ne devrait pas, même de nous protéger contre les produits chimiques, que le gouvernement ne devrait pas s'impliquer. Alors, se disait, Rachel Carlson s'était trompé depuis 30 ans plus tard, après Silent Spring. Il y a plusieurs preuves qui avaient été soulevées qui n'étaient pas fondées. L'Institut Cato, un autre groupe de réflexion relié à l'industrie, disait que c'était désastreux d'interdire le DDT, qu'ils n'avaient pas pu répliquer d'autres cas de nuisibles aux humains. Un autre site web qui disait que le DDT est un produit chimique magique. La malaria tuait un enfant tous les 12 secondes et 250 millions d'adultes à chaque année. Alors que c'était du génocide, disait l'Institut Oregon, selon Art Robinson. Alors, je devrais dire que le Oregon Institute of Science and Medicine, c'est pas vraiment pas, c'est des nieurs des changements climatiques. Donc, l'argument d'ensemble, c'est que des millions de personnes meurent chaque année de la malaria, que ces morts sont tout à fait pas nécessaires parce qu'ils auraient été plus prévenus par l'utilisation des DDT, que c'était du génocide, que Carlson est responsable, elle a du sang sur les mains et qu'elle est une meurtrière pire que même Hitler ou Staline. Steve Malloy, qui s'appelle un site web Junk Science, est très associé longtemps avec l'industrie des travaux. Ça pourrait être facile d'ignorer les 43 ans d'éco-hystérie sur le DDT en disant qu'il ne faut pas en faire. Mais il y a le sang de millions de personnes qui coulent des mains de Rachel Carlson, du Environmental Defense Fund et d'autres qui voulaient interdire le DDT. Et il y a aussi des attaques sexistes contre Rachel Carlson. Michael Crichton, état de peur, il dit, alors, interdire le DDT a tué plus de gens que Hitler. C'était si bon que tu aurais pu le boire. Thomas Sowell, écrivain noir, il disait qu'il n'y a pas un meurtrier de masse qui a été responsable autant de morts que la sainte Rachel Carlson. Je vais continuer. Donc, il y a d'autres sites web, il y a plusieurs exemples de 50 millions de morts, plus de morts. Donc, et un autre exemple, Tina Rosenberg, un Carter Fellow, même les grands médias comme le New York Times ont répété cette déclaration-là. En 2004,
ils avaient cet article-là qui disait ce que le monde a besoin maintenant, c'est du DDT. Alors, ça soulève la question, est-ce que Rachel Carlson s'est trompée? Est-ce que ces avertissements n'étaient pas corrects? Mais la réponse simple est non. Il faut que ce soit non, clair et net. L'interdiction des DDT aux États-Unis ne s'applique pas en Afrique ou ailleurs. D'autres pays étaient libres d'utiliser le DDT pour contrôler la malaria et certains le font encore. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ou non en Afrique, en Asie, en Amérique latine, n'était pas à cause de l'interdiction du DDT aux États-Unis. Donc, la question de la malaria en Afrique, c'est tout à fait faux. Ce qui s'est fait en Afrique était tout à fait indépendant des décisions aux États-Unis. En fait, en 1971, William Ruckelshaus, administrateur de la EPA, disait que les fabricants des États-Unis pouvaient continuer à le fabriquer et le vendre pour le contrôle des maladies à l'étranger et que son agence ne présumerait jamais réglementer des nécessités dans d'autres pays. En d'autres mots, c'était interdit aux États-Unis parce qu'on n'avait pas de problème de malaria, mais était utilisé de manière indiscriminée dans l'agriculture, mais était quand même fabriqué ici et vendu ailleurs. Alors, peu importe ce qui s'est passé en Afrique ou ailleurs, ce n'était pas la faute de Rachel Carlson ou de William Ruckelshaus ou de même de Richard Nixon. Mais la recherche scientifique a démontré que le DDT affecte les écosystèmes et les gens qui vivent là, pas seulement en le mangeant, mais en perturbant le développement. Donc, une des choses qu'on a appris, c'est que les notions de toxicité devaient changer. Il y a des positions qui peuvent te nuire quand tu les en affaire de gestion directe ou peut-être éventuellement par les nourritures que tu vas manger ou à travers la peau, etc. Ça montre que le DDT n'a jamais été un produit chimique magique. Il n'y a pas de produit chimique magique par leur vertu de leur capacité, même s'ils peuvent faire du bien, peuvent également faire du mal. Alors, ça a été éliminé en dehors des États-Unis parce que ça a cessé de travailler bien, parce que les moustiques avaient évolué de résistance. Alors, les gens en Afrique avaient réduit leur utilisation, pas seulement aux États-Unis, mais parce que les moustiques étaient plus résistants et donc ça ne fonctionnait même plus là-bas. Donc, l'OMS et le Centre de contrôle des maladies le dit, il disait que c'est facile. Alors, les gens ignorent cette information-là qui est disponible pour eux. Il y a un document de 1976 qui explique que la campagne mondiale pour enlever la malaria, 4 ans avant l'interdiction des DDT aux États-Unis, n'atteignait pas son objectif parce que les vecteurs de la maladie, les moustiques, avaient développé une résistance à ce pesticide-là. Donc, 20 ans plus tard, ou 20 ans avant ces dernières attaques-là, les scientifiques avaient déjà remarqué, noté que le DDT n'était pas un produit chimique, mais il continuait à poisonner des oiseaux. L'OMS a dit qu'une cause additionnelle de l'utilisation inappropriée, c'était les drogues antimalariales qui contribuent à une résistance assez vaste du parasite de la malaria. Donc, parce qu'on avait surutilisé cela, ça n'avait rien à voir avec l'interdiction des DDT. Alors, je veux dire ici que la malaria, c'est une maladie sérieuse et je ne veux pas ignorer sa sévérité. L'OMS dit qu'il y a environ 1 million de morts par année, surtout en Afrique, dues à la malaria. Mais
c'est pas à cause de Rachel Carlson et de l'interdiction du DDT, mais c'est une question d'évolution. Les moustiques et les parasites évoluent plus vite que l'on peut inventer de nouveaux pesticides. Alors, qui étaient ces gens qui attaquaient Rachel Carlson et disant que c'était un produit chimique, magique, c'est un génocide? Si vous regardez les gens ici, vous voyez des noms qui apparaissent dans notre livre Marchand du doute. Ils ont tous été impliqués dans le reniement des changements climatiques. Les groupes d'individus qui ont une longue histoire de remettre en question les preuves scientifiques ont le tabac et les réalités du changement climatique. Donc, il y a une tendance très forte. Et je n'ai pas besoin de passer à travers tout cela. Je pense que vous comprenez. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ces groupes d'individus ont essayé de réouvrir un débat scientifique de 50 ans en disant des choses, en disant que ce n'était pas vrai? Et pourquoi ces personnes-là qui défendaient le tabac, la pluie acide, les CFC et le changement climatique, alors tous ces gens-là, ces groupes-là, Keto, Competitive Price Oversolution et tout cela, défendent le capitalisme du marché libre, ils sont voués cela. Alors, marché libre, gouvernement limité. Ils s'opposent tous aux réglementations par le gouvernement. Plusieurs sont connectés avec l'industrie du tabac et financés fortement par les industries réglementées, combustibles fossiles, pétrole, cellulaire, ou par des fondations comme les Co, Olin, Scave, Coors et Smith Richardson, toutes des fondations, et dont plusieurs on peut trouver leurs fonds qui viennent de l'industrie pétrolière. L'idéologie commune, c'est le fondamentalisme du marché libre. Alors, le néolibéralisme, c'est déréglementer et lasser la magie du marché. C'était fort dans les années 80, Margaret Thatcher et Reagan aux États-Unis, et poussé fortement au Canada par l'administration Harper. Mais ce n'est pas seulement les conservateurs, les Tories et les républicains qui ont fait la promotion de cela durant les années 90 par le consensus de Washington mené par Bill Clinton et Tony Blair au Royaume-Uni. Les années 90 à 2000, aller jusqu'à l'effondrement de 2008 dans les marchés financiers, il y avait un consensus bipartisan sur les vertus de la déréglementation. Alors, d'où est-ce que ça vient? Il y a deux penseurs de base. Il y en a un qui est Milton Friedman, Capitalisme et liberté, et l'autre, c'est Friedrich Hayek, qui est un des fondateurs du néolibéralisme, qui a écrit le livre Le chemin vers la féodalité, si je comprends bien. Alors, voici son livre. Dans mon nouveau livre, De gros mythes, on parle de l'histoire du fondamentalisme des marchés, comment ça a été créé par des leaders conservateurs anti-union, anti-gouvernement dès le début du 20e siècle. Donc, nos deux livres, Marchand de doute et Le gros mythe, expliquent pourquoi la science est devenue une cible. Parce que la science révélait que le talon d'Achille du combat du capitalisme moderne était mauvais. Alors, ce qu'on appelait les coûts externes, les dommages qui sont faits par des produits légaux qui sont vendus dans les marchés libres, comme le tabac, le DDT et tout cela, ou les combustibles fossiles. Mais pourquoi attaquer la science? Ça pourrait être un conservateur, même dans le pouvoir des marchés, mais aussi accepter les preuves du tort de la DDT, du tabac et de la réalité du changement climatique. Comme George Bush
peut-être défendre les mécanismes du marché pour régler ces problèmes. Il l'a fait quand il a fait ça pour contrôler la pluie acide qui affectait les fermes, les forêts aux États-Unis et au Canada. Mais par contre, depuis la rencontre de Rio, les défendeurs du marché libre ont poursuivi une stratégie de doute et de peur, de crainte, de semer du doute sur la science et empêcher les gens d'agir causés par la peur, que ça mènerait au contrôle du gouvernement, pas seulement sur ces produits-là, mais pour les marchés en général. La peur que d'agir sur la science mènerait à l'intrusion du gouvernement, pas seulement dans le marché, mais dans nos vies personnelles aussi. Ça peut sembler être une grosse déclaration, mais il y a beaucoup. Il y a plus de 500 pages, mais on montre les débats qui avaient eu lieu concernant à peu près en même temps sur, il y avait le livre de Rachel Carlson, mais aussi sur la fumée secondaire. Mais il y a une autre personne ici. Et comme les autres seigneurs, Fred Singer, c'était le scientifique, le premier dirigeant du service des satellites pour la météo. Il remet en question les preuves scientifiques sur la pluie scientifique, la pluie acide, pardon, excuse, elle va vite. Alors, les années 90, Singer a travaillé avec Philip Morris pour attaquer l'EPA sur la question de la fumée secondaire. En 1993, il a écrit Ken Jeffries, un avocat pour l'industrie Cato, EPA et la science du tabac. Et j'ai une anecdote ici à raconter. À ce moment-là, les gens on parlait de fumée secondaire, mais l'industrie n'aimait pas cette énoncé-là parce que les gens n'aiment pas les choses de deuxième main. Alors, ils voulaient que ça paraisse mieux. Ils appelaient ça la fumée de tabac environnemental, mais c'était une erreur parce que les agents de protection de l'environnement, alors, ils ont embauché Ken Jeffries pour écrire un rapport, pas publié par l'industrie du tabac. Une de leurs stratégies, c'était d'essayer de cacher leur implication en recrutant des gens de tierces parties. Donc, publié par Alexis de Tocqueville, qui voulait qui dit qu'il défend la démocratie en Amérique du Nord. Mais si on regarde derrière les coulisses, on voit que ça vient de l'industrie, l'Institut du tabac. Donc, financé par l'industrie du tabac. Alors, Singer est un physiciste, Jeffries est un avocat. Alors, pourquoi ils ont écrit ce rapport-là? Alors, le EPA avait un conseil aviseur qui avait conclu que cette fumée secondaire est un cancérogène de classe A. Il y avait environ 3000 décès additionnels par année à cause de la fumée secondaire, aller jusqu'à 300 000 de bronchite, de pneumonie chez les enfants, les bébés, les jeunes enfants, et il y avait une corrélation statistique avec une augmentation de la mort subite des bébés. Alors, quand ils ont fait le rapport, alors même cela, ces chiffres-là étaient un peu conservateurs, étaient plutôt faibles. La question centrale de dire que la fumée secondaire, le comité était unanime en disant que c'est classement. Donc, il n'y avait pas d'argument, il n'y avait pas de dispute. Tout le monde était d'accord que la fumée secondaire était un cancérogène et que ça pouvait rendre malade et même tuer les enfants. Ça a été appuyé par plus de 6000 études indépendantes. Alors, pourquoi c'est remis en question par un scientifique, un physiciste? Alors, pourquoi est-ce que tout le monde défendrait un produit qui tuait les enfants? Alors, heureusement, Seigneur l'a répondu lui-même. Si on ne fait pas
soigneusement déligné le rôle du gouvernement, réglementer les dangers. Il n'y a pas de limite sur comment les gouvernements peuvent contrôler nos vies. Alors, c'est ça l'argument central de ces gens-là, qui sont comme Friedman et von Hayek, que si on permet au gouvernement de s'impliquer dans le marché, même pour une chose protective qui était bon, protéger les enfants contre la fumée, tu vas finir par être des serfs soumis à un système féodal. Alors, on voit des accusations que les écologistes sont des socialistes qui veulent contrôler nos vies. Alors, on dit que les écologistes sont des melons d'eau qui sont George Will a dit que c'est un arbre vert avec des racines rouges et je suis à l'université Rockefeller ici, un des plus fameux capitalistes aux États-Unis et il avait fondé aussi le mouvement environnemental aux États-Unis. Il y a le sénateur James Inhofe qui a encore, on dit qu'il y avait une conspiration de mettre fin, excusez le mauvais. En tant que socialistes, écologistes, ils ont un plan caché, un programme caché anti-affaires, anti-marché, tout cela. Voici un exemple du texte de Seigneur. Il y a probablement ceux qui ont des plans cachés, pas seulement pour l'environnement, mais pour changer le système économique. Les utopiens coercitifs qui sont socialistes, qui n'aiment pas la technologie, des ludites, qui veulent réglementer sur une vaste échelle. Alors, comme ça que alors, c'est comme si on menace de réglementer l'économie. Tout ce qu'on voit, c'est que les débats n'étaient pas à propos de la science, c'était plutôt à propos de la gouvernance et la réglementation par les gouvernements. Quand les capitalistes causent des dangers qui nuisent aux gens et à la planète, c'est une question à savoir si le gouvernement devrait être actif ou proactif dans le marché pour limiter les activités qui nuisent aux gens. Les années 90 et 2000, comme le néolibéralisme devenait dominant, le DDT est devenu une cible parce qu'en interdiction, c'était la première réglementation environnementale aux États-Unis. C'est une des premières choses que l'EPA avait éliminées dès sa fondation. Donc, les défis sur le DDT, les attaques contre Rachel Carlson, réécrire l'histoire, c'est qu'on essaie de miner les réglementations environnementales, la validité de l'action gouvernementale pour redresser les manques dans les marchés en général. Alors, pourquoi le DDT est tellement central, ce argument-là, ce qui peut sembler quelque chose qui n'affecte pas le climat ou le tabac, mais en fait est central à tout cela. Si on peut montrer que la chose la plus importante que la EPA a faite d'interdire le DDT aux États-Unis, si on pouvait démontrer que c'était une erreur, que c'était basé, que ce n'était pas de la bonne science, à ce moment-là, tu pourrais miner la crédibilité de l'EPA dans l'ensemble et d'affaiblir l'appui politique de l'action gouvernementale. C'est pourquoi que les mêmes personnes qui disent que le réchauffement mondial n'est pas vrai, que ce n'est pas important, qu'il n'y a pas de consensus, c'est également qui disent que le DDT est un produit chimique magique. Parce que c'est les mêmes gens qui veulent qu'on croie dans la magie du marché. Donc, pour conclure, je dirais que Rachel Carlson est une héroïne américaine et qu'elle n'avait pas tort. Merci beaucoup. Thank you, Dr. Oreskes. That was a wonderful. Merci, Dr. Oreskes. Bonne présentation. Merci de votre apprentissage.